Le Jurassique était une des pires périodes de tous les temps. En effet, le Jurassique, une période qui a commencé il y a 201 millions d'années et s'est finie il y a 145 millions d'années, est probablement une des pires périodes dans lesquelles tu pouvais te retrouver. Les terres étaient peuplées de dinosaures carnassiers, prêts à mettre fin à ta misérable existence en une milliseconde. De dinosaures herbivores de plus de 20 mètres de long à des choses qui ressemblent plus à un véhicule blindé qu'un dinosaure. Mais même si tu finis par trouver un moyen de te débarrasser des dinosaures, tu ne seras pas safe, car des monstruosités dignes de l'enfer vous attendraient toujours dans les cieux et dans les mers. Donc, bienvenue au Jurassique, prends ta carte, et ah non en fait, une carte ne servira à rien, vu que la géographie était radicalement différente de celle d'aujourd'hui. En effet, au début du Jurassique, la carte de la Terre ne ressemblait en rien à celle d'aujourd'hui, car les continents étaient tous rassemblés dans un ensemble, la Pangée, qui est ce qu'on appelle un supercontinent, un continent qui rassemble la grande majorité des espaces terrestres, entouré de l'unique océan Pantalassa. Mais au fil de la période, les continents vont peu à peu s'éloigner les uns des autres pour former deux ensembles. L'Eurasia, le continent du Nord qui comprend l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, et Gondwana, le continent du Sud, qui comprend l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Océanie et l'Inde. Vers la fin du Jurassique, l'Antarctique va commencer à se détacher du Gondwana, ce qui va mener à la création de l'océan Indien. Le reste des océans apparaîtront à la période suivante. Au niveau du climat, il faisait chaud de ouf en fait. En effet, au Jurassique, les températures moyennes tournaient autour de 5 à 10 degrés de plus qu'aujourd'hui, ce qui est juste immense, avec un taux de CO2 4 fois plus élevé que celui d'aujourd'hui. Mais attends, ça veut dire qu'en fait en polluant, on est juste en train de recréer le Jurassique en fait. Incroyable! Même si, attention, quelques périodes froides où on aurait pu avoir de la neige se seraient produites. Le Jurassique est beaucoup moins aride que les deux périodes précédentes, car la Pangée crée un climat super aride avec des températures infernales. Mais au Jurassique, vu que la Pangée se disloque, cela est moins commun. Quant à la température des océans, elle était aussi beaucoup plus élevée que pour ceux d'aujourd'hui, atteignant jusqu'à 8 degrés de plus, ce qui est juste choquant. De plus, pendant les pics de chaleur, la température océanique pouvait atteindre 30 degrés. Ce qui n'était pas sans conséquence pour la vie, car il y a 182 millions d'années, les océans ont littéralement suffoqué à cause d'un taux de CO2 trop élevé dû à une éruption volcanique, ce qui a touché les cnidaires, les crustacés, les bivalves et les foraminifères. Mais en parlant des océans, quel genre de monstres vivaient à l'intérieur? Dans les océans vivaient des grands prédateurs, comme les ichthyosaures et les plésiosaures. Ces deux groupes de prédateurs ne partagent aucun lien de parenté avec les dinosaures, et en fait ne sont pas vraiment apparentés à un reptile en particulier. Les ichthyosaures avaient subi une baisse de diversité suite à l'extinction Trias-Jurassique, mais ça ne les a pas abattus pour autant. En effet, ils s'en sont très rapidement remis, et dès le début du Jurassique, ils étaient déjà devenus des apex prédateurs, avec Temnodotosaurus, un genre d'ichthyosaure qui a vécu au Jurassique inférieur entre 196 et 175 millions d'années dans le passé, et mesurait environ 12 mètres de long. Ce gigantesque prédateur se nourrissait de poissons, de petits ichthyosaures et de plésiosaures, et il vivait dans les grandes étendues océaniques éloignées des côtes, et ne s'en approchait absolument pas. Ces fossiles ont été découverts dans ce qui est aujourd'hui la France, l'Allemagne et l'Angleterre, et comme la plupart des ichthyosaures, ils partageaient une forte ressemblance avec les dauphins, ce qui est aussi le cas pour le prochain ichthyosaure dont on va parler, bien qu'ils partagent des caractéristiques avec certains poissons d'aujourd'hui. En effet, Urinosaurus ressemblait fortement à un espadon, avec son long museau dont il se servait probablement comme l'espadon pour foncer dans ses proies. C'était un grand prédateur qui pouvait mesurer jusqu'à 7 mètres de long, et il vivait dans les mers de ce qui est aujourd'hui la Belgique, la France et la Suisse, entre 183 et 175 millions d'années dans le passé. La diversité des ichthyosaures va significativement baisser, mais ils survivront jusqu'à la période suivante, le Crétacé. L'autre groupe de prédateurs aquatiques majeurs est le groupe des plésiosaures, qui au début du Jurassique sont en majorité compris dans la famille des Romealosauridés et sont d'une taille relativement petite. Les spécimens de référence de cette famille est Romealosaurus cramptoni, qui mesurait 7 mètres de long. Mais au Jurassique moyen, donc entre 175 et 160 millions d'années dans le passé, tout changera pour les plésiosaures, car de nouveaux groupes vont apparaître, comme les Cryptoclididés et les pliosaures. Le groupe des Romealosauridés, lui, disparaîtra. Le groupe des Cryptoclididés est un groupe de plésiosaures de taille moyenne, tandis que les pliosaures deviendront les apex prédateurs de l'océan à la fin de la période, avec des espèces comme Pliosaurus qui pouvaient mesurer une taille gargantuesque de 12 mètres de long. Mais les plésiosaures et les ichthyosaures n'étaient pas le seul groupe d'animaux marins, car au Jurassique, certains crocodiles s'étaient adaptés pour un mode de vie totalement aquatique. C'était le groupe des métriorhynchides, des crocodiliformes qui, au lieu d'avoir des pattes, avaient des nageoires. Ils ont carrément perdu leurs écailles, et pour vivre à plein temps dans les océans, ils sont carrément devenus vivipares. Ce qui est assez impressionnant, car c'est l'archosaure, donc le groupe des dinosaures, des crocodiles et des oiseaux, le plus adapté à la vie marine de tous les temps. Bon, maintenant qu'on a parlé des grands prédateurs aquatiques du Jurassique, on va parler de leurs proies, les poissons. Alors au Jurassique, on a plusieurs types de poissons. Les poissons sans mâchoire, les poissons à nageurs rayonnés, les poissons à nageurs charnus, et les chondrichthyens, qui sont les requins et les raies.
Les poissons sans mâchoire au Jurassique observent une diminution de leur diversité. En effet, les conodontes, un groupe de poissons sans mâchoire fossile caractérisés par leurs dents extrêmement bizarres, vont s'éteindre au début du Jurassique. Cependant, les lamproies vont apparaître avec le genre, je vais pas essayer de prononcer ça en fait, au Jurassique moyen. Mais si on veut voir des poissons plus intéressants et complexes, on va devoir passer au groupe de poissons qui regroupent les poissons à nageoires rayonnés, les poissons à nageoires charnues et les poissons cartilagineux. Je parle bien sûr du groupe des gnatostomes ou poissons à mâchoire. Les poissons à nageoires charnues au Jurassique sont déjà composés de leurs membres modernes, car en effet, on a le groupe des dipneustes, des poissons d'eau douce qui ont la capacité de respirer sur la terre ferme à l'aide de poumons et de survivre hors de l'eau pendant des périodes prolongées. L'autre groupe de poissons à nageoires charnues présent au Jurassique est le groupe des coelacanths avec deux familles. Les maosolidés qui sont des coelacanths d'eau douce qui ont atteint une taille gigantesque. L'autre famille de coelacanths du Jurassique, les latiméridés, qui elles existent toujours aujourd'hui, est marine et est beaucoup plus diverse que sa famille cousine. Mais cependant, les latiméridés étaient beaucoup plus petits que les maosolidés. Le groupe cousin des poissons à nageoires charnues, les poissons à nageoires rayonnées ou les actinoptérygiens étaient des composants majeurs des écosystèmes marins et d'eau douce, servant de nourriture à bon nombre de reptiles marins et autres grands prédateurs. Le groupe primitif des paléonysiformes pourrait être remplacé par des formes plus modernes d'actinoptérygiens, comme le groupe des accipinciformes, qui sont les ancêtres des esturgeons. Les ancêtres des anguilles modernes apparaissent aussi au tout début du Jurassique. Mais pendant cette période, il y a 165 millions d'années, en dehors de la formation des groupes modernes, un titan est né, l'Egyptis, un poisson estimé avoir mesuré entre 15 et 17 mètres de long, ce qui est absolument titanesque. Et en fait, certaines estimations vont jusqu'à 30 mètres de long. L'Egyptis avait un métabolisme très rapide et se nourrissait probablement de la même manière que les requins-baleines modernes, en filtrant le plancton à travers ses branchies. D'ailleurs, en parlant de requins, que se passe-t-il pour eux au Jurassique? Le groupe dominant pendant la période précédente, le Trias, était le groupe des hybodontes. Mais pendant le Jurassique, ce groupe commença à décliner au profit des néocélachiens, le groupe des requins et des raies actuels. À part ces deux groupes-là, on a aussi le groupe des chimères qui au Jurassique sont généralement trouvés dans des environnements d'eau douce, en opposition à celles d'aujourd'hui qui sont trouvées au fond des océans. Sinon, en dehors des vertébrés aquatiques, on observe l'apparition des premiers vrais crabes pendant le Jurassique, avec Eocarcinus précursor, étant le tout premier. Par ailleurs, les bernards lamites apparaissent au Jurassique aussi. Mais bon, assez parlé des écosystèmes marins, maintenant parlons des écosystèmes terrestres. Donc au Jurassique, la flore était très diverse. Parmi les nombreux groupes de plantes au Jurassique, on avait les conifères, qui étaient parmi les arbres les plus répandus pendant le Jurassique, avec des genres connus aujourd'hui qui apparaissent, comme les séquoias, les pins et plein d'autres conifères. On avait aussi les plantes comprises dans le groupe Ginkgo, qui étaient très diverses comparées à la seule espèce survivante d'aujourd'hui. On avait plusieurs types de ces plantes, avec les genres Yimaya, Gronana, Nagrenia et Carcrenia. Oui, ces noms sont imprononçables, je sais. Mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers spécimens du genre Ginkgo apparaissent dans le registre fossile au Jurassique. Les plantes comme les bénédictales et les cycades, elles, atteignent l'apogée de leur diversité pendant la période. Bon, maintenant qu'on a parlé des plantes, on va parler des animaux qui les mangeaient, les ornithischiens ou les dinosaures à bassin d'oiseaux, qui depuis Pisanosaurus ont bien évolué. En effet, pendant le Jurassique inférieur, les ancêtres des stégosaures et des ankylosaures, les tchiréophores, apparaissent. Plus tard, pendant le Jurassique moyen, les lignées stégosauriennes et ankylosauriennes vont se différencier, avec Spicomellus, le tout premier membre de la lignée ankylosaurienne, dont le fossile était une côte fusionnée avec un ostéoderme. Du côté des stégosauriens, leur tout premier membre connu était sans doute le Bachanosaurus primitivus, la toute première espèce de stégosaure existante, qui a vécu en Chine entre 167 et 164 millions d'années dans le passé. Comme tous les stégosaures, il avait une rangée de plaques d'ostéoderme sur son dos et des paires d'épines dont il se servait sûrement pour embrocher ses prédateurs. Il mesurait environ 3 mètres de long, ce qui est disons moyen. Il vivait dans un environnement aride à semi-humide, aux côtés d'animaux comme Chunosaurus, Gazosaurus et un autre stégosaure nommé Huayangosaurus. Les stégosaures continueront leur évolution pendant le Jurassique moyen et supérieur. En effet, 10 millions d'années après Bachanosaurus, au Jurassique supérieur, les stégosaures atteignent leur pic de diversité avec l'espèce phare du groupe qui apparaît, Stegosaurus. Stegosaurus était un grand dinosaure qui mesurait environ 9 mètres de long, 4 mètres de haut pour une masse de 3 tonnes. Il possédait l'anatomie typique des stégosaures avec 17 plaques osseuses sur son dos. Le but de ces plaques osseuses reste un mystère. En effet, on a longtemps pensé qu'elles jouaient un rôle défensif, mais la communauté scientifique a rapidement écarté l'idée, car ces plaques sont en fait trop fragiles pour servir ce but-là. Donc maintenant, on pense que les plaques servaient à réguler la température du stégosaure, à intimider de potentiels prédateurs comme Allosaurus, auxquels je vais rapidement revenir, et à impressionner les membres du sexe opposé durant la parade nuptiale.
Sa queue, quant à elle, le Phagomizer, est dotée selon les espèces de 4 à 10 pointes qui mesuraient chacune entre 60 et 90 cm. En plus de cela, la queue des stégosaures était bien plus flexible que la normale, ce qui permettait au stégosaure de balancer sa queue rapidement pour asséner des coups mortels à ses prédateurs. Stegosaurus avait un cerveau minuscule qui pesait à peu près 80 grammes, ce qui est monstrueusement peu pour un animal de cette taille. Donc, certains scientifiques, peu après la découverte de Stegosaurus, ont émis l'hypothèse comme quoi Stegosaurus avait un deuxième cerveau localisé dans un creux dans les vertèbres du bas de sa colonne vertébrale, qui lui aurait permis de coordonner les réflexes de la partie antérieure de son corps. Mais cette hypothèse est maintenant largement rejetée et on pense plus vers un espace renfermant des réserves de glucides. Il se nourrissait de fougères, de prêles, de mousses et de conifères dans ce qu'est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Le Jurassique supérieur comptait évidemment plein d'autres espèces de stégosauriens différentes comme Kentrosaurus, Hesperosaurus et Giganjuniosaurus. Mais maintenant, assez parlé des stégosaures et revenons au groupe des ankylosauriens, duquel je parlais il y a quelques minutes. En effet, après Spicomelus, les ankylosauriens vont se diviser en deux groupes, les nodosauridés et les ankylosauridés. La différence principale est le fait que les nodosauridés, contrairement aux ankylosauridés, ne possèdent pas de massue au bout de leur queue. Le premier nodosauridé connu est Mimurpelta, qui a vécu au Jurassique supérieur il y a plus de 150 millions d'années, et mesurait environ 3 mètres de long pour une masse estimée entre 300 et 500 kg. Comme tous les ankylosauriens, il possédait une armure composée d'ostéoderme qui le protégeait contre les attaques des nombreux prédateurs nord-américains avec lesquels il cohabitait. Il se nourrissait de fougères, de cycades et de conifères qui poussaient au ras du sol. Mais les ankylosauridés, eux, apparaîtront bien plus tard, au Crétacé. Mais les thyrophores ne sont pas les seuls ornithischiens à apparaître durant le Jurassique. En effet, au Jurassique, deux groupes importants d'ornithischiens apparaîtront, les cératopsiens et les iguanodontiens. Les iguanodontiens sont apparus dans le Jurassique supérieur avec des spécimens primitifs comme Camptosaurus. En effet, Camptosaurus, dont l'étymologie est lézard flexible, était un dinosaure bipède qui mesurait 5 à 7 mètres de long pour une masse de 1 tonne. Selon les estimations des paléontologues, il ne va plus courir à une vitesse de 25 km/h. Pour voir plus d'iguanodontiens, on devra patienter jusqu'à la période suivante, le Crétacé. Du côté du dernier groupe d'ornithischiens dont on va parler, le groupe des cératopsiens, celui dont fait partie le célèbre Triceratops, il commence son histoire avec le petit Yinlong, un dinosaure chinois qui mesurait environ 1,2 m de long, qui contrairement à ses futurs descendants, était bipède et avait vécu il y a 158 millions d'années dans le Jurassique supérieur. Mais comme pour une grande partie des groupes de dinosaures apparus au Jurassique, on devra attendre le Crétacé pour plus de membres. Mais les ornithischiens n'étaient pas le seul groupe de dinosaures herbivores au Jurassique. En effet, au Jurassique, un groupe de titans herbivores qui détrônent sans effort les plus grands animaux modernes venait d'apparaître, les sauropodes. Le groupe des sauropodes est apparu pendant le Trias supérieur, avec les deux premiers d'entre eux étant Antetonithus, un grand dinosaure mesurant environ 8 à 10 mètres de long, qui, contrairement aux sauropodes géants qui apparaîtront bien plus tard, Antetonithus était capable de bipédie, bien que son mode de déplacement principal reste quadrupède. Au fil de la période, les sauropodes vont rapidement se diviser en deux groupes principaux, les macronaires et les diplodocoïdes. Les diplodocoïdes sont des sauropodes caractérisés par un corps disposé à la verticale avec un long cou et une très longue queue. Les macronaires, eux, sont caractérisés par une queue peu longue et un long cou vertical. Le diplodocoïde le plus célèbre est sans doute Diplodocus, un sauropode qui mesurait plus de 25 mètres de long avec une masse comprise dans les 12 à 15 tonnes. Plusieurs espèces sont comprises dans le genre Diplodocus, comme Diplodocus carnegie et Diplodocus allorum. Et ils avaient une queue extrêmement longue, composée d'environ 80 vertèbres, mais son utilité est toujours débattue. Certains paléontologues pensent qu'elle servait à la défense, tandis que d'autres pensent qu'elle servait de balancier à l'animal. Diplodocus avait aussi un cou très long, tellement long que pendant longtemps certains paléontologues se sont dit que pour que le crâne de Diplodocus soit abreuvé en sang, il aurait dû avoir un cœur de 1,6 tonnes, ce qui représente quasiment un dixième de la masse de l'animal, ce qui n'est disons pas vraiment possible. Donc ils ont proposé une hypothèse délirante dans laquelle Diplodocus possédait plusieurs cœurs auxiliaires dans son cou pour lui permettre de pomper efficacement le sang jusqu'à son cerveau. Ce dinosaure avait aussi des dents extrêmement longues avec lesquelles il se nourrissait de plantes aquatiques et de toutes les plantes typiques qu'on pouvait trouver pendant le Jurassique, des conifères, des fougères, etc. Diplodocus avait une croissance plutôt rapide pour un animal de son gabarit. En effet, il atteignait la majorité sexuelle en une dizaine d'années, en grandissant à un rythme exponentiel. Bon, maintenant qu'on a bien parlé des diplodocoïdes, parlons des espèces de leur groupe cousin, les macronaires, avec un des plus grands animaux n'ayant jamais existé, Giraffatitan, un sauropode titanesque qui vivait il y a environ 150 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, dont la taille est estimée à environ 22 mètres de haut, tandis que les estimations de sa masse varient beaucoup allant de 15 à 78 tonnes, ce qui est assez random, on va pas se mentir.
Comme son nom l'indique, Girafa Titan avait l'anatomie d'une girafe qui a passé trop de temps à la salle, mais avait le cerveau d'un mec qui passe sa journée sur TikTok, c'est-à-dire un cerveau très petit. Et donc, comme chez le stégosaure, certains paléontologues ont théorisé qu'il avait un deuxième cerveau situé dans son bassin. Mais comme pour le stégosaure, on a rapidement découvert que cette hypothèse était du bullshit. Girafa Titan était gigantotherme, avec un métabolisme à mi-chemin entre le sang chaud et le sang froid, où la température corporelle est maintenue par la taille immense de l'animal. Et il se nourrissait des grands arbres qu'on trouvait au Jurassique, comme des conifères, des ginkgos, etc. Bon, maintenant qu'on a fini avec les sauropodes, on va pouvoir passer au groupe qui rendait le Jurassique super dangereux, les théropodes. Au Jurassique, les théropodes apparaissent officiellement. En effet, de nombreuses lignées se formèrent au début du Jurassique, mais les premiers théropodes à apparaître sont les solophysoïdes. Les solophysoïdes sont un groupe de dinosaures caractérisés par leur corps très fin, dont les tailles peuvent atteindre 1 à 6 mètres de long, et qui sont, comme la majorité des théropodes, des amateurs de viande. Un des solophysoïdes les plus connus était bien sûr le Dilophosaure, ou le lézard à deux crêtes, qui a vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord et la Chine, il y a environ 190 millions d'années dans le passé, au Jurassique inférieur. C'était un prédateur de taille moyenne, mesurant 6 mètres de long pour 2 mètres de haut et 500 kg. Les crêtes du Dilophosaure pouvaient différer en termes de hauteur selon le sexe de l'individu, ce qui indique un dimorphisme sexuel. Parmi les autres théropodes de la première heure, on avait les cératosauriens, avec le fameux cératosaure, un des plus célèbres théropodes du Jurassique, qui mesurait 6 mètres de long pour une masse d'1 tonne. C'était un prédateur de taille moyenne qui chassait des ornithopodes de taille moyenne, qui a vécu dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, l'Amérique du Nord et le Portugal. Mais ce carnivore avait un rival qui appartenait à un groupe à succès, l'allosaure. L'allosaure était le mâle alpha du Jurassique. En effet, ce grand théropode qui mesurait 12 à 13 mètres de long selon les espèces, était un des prédateurs dominants de la période du Jurassique, qui malgré sa force de morsure plutôt faible pour un prédateur de cette envergure, chassait des herbivores redoutables comme Stegosaurus, qui pouvait courser avec une vitesse comprise entre 30 et 50 km/h. Des fossiles d'allosaures ont été retrouvés en Europe du Sud et en Amérique du Nord. On a retrouvé 6 espèces d'allosaures en tout, Allosaurus ampus, Allosaurus atrox, Allosaurus europaeus, Allosaurus fragilis, Allosaurus gibadensi et Allosaurus lucasi, qui ont toutes vécu entre 161 et 145 millions d'années dans le passé. Il y avait même certaines hypothèses qui suggèrent qu'Allosaurus chassait en meute, mais rien ne prouve cela. Certains paléontologues pensent même que les théropodes avaient un comportement agressif entre membres de la même espèce plutôt qu'un comportement social. Il existe même des preuves de cannibalisme chez les allosaures, comme des dents d'allosaures retrouvées logées dans le squelette d'un autre par exemple. Il y a bien plus de faits étonnants et cool sur l'allosaure, mais pour empêcher la vidéo de faire 40 minutes, je vais m'arrêter là pour parler des autres théropodes, qui sont tout aussi intéressants. En effet, au Jurassique, en plus des gros prédateurs comme Allosaurus et Ceratosaurus, les ancêtres de groupes bien connus commençaient à apparaître, comme Guanlong Wukai, un dinosaure chinois de petite taille, 3,50 m de long pour 1,50 m de haut, qui possédait une longue crête et qui faisait partie du groupe qui verra naître environ 100 millions d'années plus tard, un des plus grands théropodes n'ayant jamais vécu, le T-Rex. Mais Guanlong n'était pas le seul précurseur d'un grand groupe à vivre au Jurassique. En effet, le groupe de dinosaures du précurseur dont on va parler existe toujours aujourd'hui, car Archaeopteryx était le tout premier oiseau de l'histoire, faisant partie du groupe qui verra naître au Crétacé les raptors et les trous-d'eau. Archaeopteryx était comme tous les oiseaux modernes, capable de voler, mais retenait beaucoup de caractères dinosauriens. En effet, il possédait encore des dents, et sur ses ailes, on pouvait observer 3 griffes, et il avait une queue complète, alors que les oiseaux modernes n'en ont pas. Il mesurait 50 cm de long pour 70 cm d'envergure, ce qui en aurait fait un oiseau de taille moyenne aujourd'hui. Mais attendez, ce n'est pas que chez les dinosaures qu'on observe des grands changements. En effet, pendant le Jurassique, on observe l'apparition de mammifères, avec des dizaines d'espèces, bien qu'on ne sait pas vraiment quel est le premier mammifère. Mais ils avaient tous pour point commun la présence de poils et de glandes mammaires. Peu après l'apparition des mammifères, le groupe se divisera en 3 parties, les placentaires, les marsupiaux et les monotrèmes. Les placentaires, la majorité des mammifères modernes, sont caractérisés par la présence du placenta, une interface entre le corps de la mère et du bébé qui empêche le système immunitaire de one-shot le bébé et qui permet le passage des nutriments. Le premier mammifère de la lignée placentaire est Juramaya, un petit mammifère qui ressemblait à une musaraigne qui vivait il y a 160 millions d'années en Chine. Les marsupiaux, eux, comprennent les animaux comme les kangourous, les opossums, les koalas, etc. Leur particularité est leur marsupium, une poche dans laquelle le fœtus, qui naît prématurément, va se loger et se nourrir du lait de sa mère jusqu'à atteindre un âge où il peut être indépendant. Les monotrèmes, eux, sont des mammifères très spéciaux qui, comme leurs ancêtres thérapsides et synapsides, pondent encore des œufs. Bon,
Maintenant que vous savez pourquoi le Jurassique était une des périodes les plus dangereuses de l'histoire du vivant, tu pourrais aussi savoir comment tout ça a commencé avec ma vidéo sur le Trias qui va s'afficher juste là.